bonjour à toutes, à tous. On va attendre quelques minutes. On peut peut-être, d'ailleurs, on va peut-être utiliser le chat pendant ces quelques minutes. Bien sûr. Dites-nous d'où vous venez, dans quelle ville, dans quel pays vous êtes. Dites-nous quel type de négociatrice vous êtes. C'est quoi votre qualité de négociatrice? On veut vous entendre. Dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir. Alors, le Vésiné, super. Hello. Bon, vous êtes où? Aurélie, tu es où, toi? Moi, je suis à Paris. Sylvia? Moi, je suis chez ADN, bien sûr. Charlotte, où es-tu? À Tours. Je suis à Tours. Julie, tu es où? Chez ADN aussi. Bon, tu es ADN. Moi, je suis à New York. C'est le matin. Bonsoir New York. Bonsoir. Alors, génial. J'ai une région parisienne. Oh, il y a plein de régions. C'est extra. Bonsoir Genève. Congo, Brazzaville. Une Suisse à New York. Fanny, je veux vous voir. Istanbul, Bruxelles. Magnifique. Marseille, bonsoir Marseille. La Vendée. La négo passionne Bettina. Bienvenue, moi aussi. Alors, quelle est votre qualité de négociatrice ou de négociateur? Parce qu'il y a aussi des hommes dans cette audience du monde entier. Négo humanitaire, j'adore. Sarika. Dans le TGV, merci Catherine de prendre le temps, même dans le TGV, de vous connecter. Gabriela, Roumanie, hello. Ah, la négo avec les enfants, ça marche aussi. Alors ça, j'en profite pour passer la main à Julie, qui a écrit un ouvrage sur le sujet. C'est ça, ça s'appelle comment? Petit mais costaud? Petit mais costaud, merci Karine. Oui, la négo fonctionne surtout avec les enfants qui sont des négociateurs audacieux et sans limite. Négo juge de paix extra, merci de nous rejoindre. CHU de Tours, bravo, bravo. Négocier avec les prestataires pour obtenir plus. Ça, Sylvia, c'est pour toi. Directrice des relations sociales, une collègue, Aurélie. Négocier son salaire, je vous assure qu'on va en parler de ça, négocier son salaire. L'Inde. Bonsoir. Même malgré le confinement, on voyage ce soir, c'est génial. Et Iba qui nous a rejoint, extra, super. On a encore une minute. Allez, votre qualité, la qualité de négo, la force d'inertie. Je ne bouge pas d'un cil, mais je suis omniprésente. Extra, merci pour ce partage. Allez, quoi d'autre? D'où venez-vous? Quelle est votre qualité de négociatrice? Mieux négocier dans un contexte culturel différent. Ouais, super, ça c'est un vrai sujet aussi. L'écoute, négocier l'implication de ses collègues, l'empathie. Tu nous diras, Sylvia, si c'est ça les qualités, tout ça, mais ce sont des qualités de négociation, bien sûr. Alors, je vais dire que c'est des qualités de négociation et des qualités de négociatrice aussi, particulièrement l'empathie. Génial. Peu de dialogue et beaucoup de données. Patience. Le rapport au temps. Je suis à Paris et mon souhait de négocier mes missions en tant qu'indépendante. Bah, ça, il y a beaucoup de choses qui vont résonner, je pense, avec toi, Charlotte. Génial. Bon, c'est super. Bah, écoutez, on va ouvrir officiellement ce webinaire. C'est vraiment extraordinaire de vous lire sur le chat. Donc, je vous invite à continuer à l'utiliser tout au long du webinaire. Ça va nous donner beaucoup d'énergie à toutes et à tous. Moi, je suis Karine Raguin.
Je serai votre modératrice aujourd'hui avec mon amie, ma collègue Aurélie Domps, avec qui nous co-présidons l'association ADN Women et donc au nom de toute l'association, bienvenue à ce séminaire dédié à la négociation et en particulier la négociation pour les femmes. Alors, pourquoi pour les femmes? Est-ce qu'on négocie différemment des hommes ou mieux ou moins bien? Eh bien, je ne crois pas. En tout cas, je ne pense pas que la négociation soit tellement genrée. En revanche, ce que je crois et ce que j'ai souvent observé, c'est que les environnements dans lesquels les négociations ont lieu sont souvent un peu plus défavorables parce que nous sommes des femmes. Les environnements dans lesquels il y a des rapports de pouvoir nous sont souvent défavorables parce que nous sommes des femmes et parce que la société dans laquelle on vit, l'entreprise, le monde du sport, on y reviendra avec nos invités, se sont construits sur des structures qui sont fondamentalement des structures où le pouvoir, c'est la norme masculine. Donc, pour toutes ces raisons, les négociations, elles sont un peu plus tendues pour nous et elles sont souvent plus complexes pour les femmes en général. Et du coup, alors évidemment, on travaille sur changer les structures, les systèmes, les lois, mais enfin, tout ça, ça prend du temps. Et en attendant, si on veut avoir de l'impact immédiatement dans nos vies, dans nos carrières, eh bien, il faut se former. Et la négociation, c'est un super outil. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des experts en négociation complexe. Et moi, j'ai croisé il y a quelques années la route de l'agence ADN, qui est une agence de négociation internationale. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Sylvia Bravard, qui est une des expertes de l'agence, une des négociatrices professionnelles. Et j'ai vraiment été complètement séduite par la méthode qu'ils ont développée, parce que c'est une agence qui intervient sur des prises d'otages, sur des négociations commerciales, enfin, sur des situations extrêmement tendues. Et je me suis dit, si ces gens-là, ils arrivent avec leur méthodo à faire libérer des otages en quelques heures, leur méthode devrait bien nous aider à toutes à négocier l'augmentation de salaire et la promotion, même en temps de Covid. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est vraiment l'objectif, c'est de mettre à disposition, c'est de démocratiser, c'est de donner accès au plus grand nombre à ces techniques de négociation. Voilà, je voudrais dire un merci, merci tout particulier à ceux et celles qui nous ont rejoints, qui nous rejoignent pour la deuxième fois, parce qu'on a commencé cette démarche avec Aurélie en novembre l'année dernière. Et puis un merci tout particulier à Julie Crouzia, qui est avec nous, qui a orchestré toute la campagne de communication en amont et qui a été aussi la première à créer ADN Women, cet espace pour les femmes. Donc, webinaire négociation, c'est parti. Aurélie, c'est à toi. Merci Karine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Domps et je serai votre deuxième modératrice ce soir. Donc, effectivement, c'est notre deuxième édition et je voulais juste faire un petit coucou à Amina Walter et Natacha Ochera qui avaient été nos premières invitées et qui avaient accepté et pris le risque de se lancer dans cette aventure avec nous. Et donc, aventure que nous renouvelons ce soir avec deux femmes exceptionnelles qui ont des parcours très différents, des profils très différents, de rôles modèles qui vont nous aider à comprendre aussi comment on brise le plafond de verre. Donc Charlotte et Iba, qui sont deux femmes puissantes en égo, même si elles sont très modestes. Elles vous diront sans doute le contraire. Donc, je vais peut-être juste dire un mot pour les présenter, même si vous avez lu leur bio. Je vais commencer par Charlotte Girard-Fabre, qui est une sportive de haut niveau, qui exerce ses talents dans de nombreuses disciplines et qui a notamment été arbitre international de hockey sur glace lors de 6 championnats du monde et 2 Jeux olympiques. Donc, c'est assez impressionnant. Et Charlotte, c'est aussi une femme qui a plein de vie parce qu'elle est militante pour la mixité. Elle est engagée dans de nombreuses associations, engagée pour l'éducation. Et elle a été reconnue par Forbes comme femme inspirante. Donc, merci Charlotte d'être là ce soir. Et notre deuxième invitée, c'est Iba Fares, qui a eu un parcours dans de grands groupes français prestigieux, Air France, le groupe Accor, où elle a occupé différents postes opérationnels avant d'être directrice générale de marque. Et aujourd'hui, elle est à la RATP, membre du COMEX, donc en charge des opérations, du marketing, du digital, voilà, d'un très gros poste au COMEX. Et on va en parler puisqu'on parlait de faire bouger le système. Donc, bienvenue Iba, bienvenue Charlotte. Je vais vous dire aussi quelques mots peut-être pour tous ceux qui nous écoutent sur le déroulement, que vous sachiez un peu comment s'est déroulée cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, nos deux invités vont en fait partager tour à tour quelques expériences de négociation. Et ensuite, Sylvia, qui est donc notre experte, qui sera notre prof en négo, réagira après chacune pour essayer de
de décortiquer un peu leur situation, de les décrypter et d'en tirer quelques leçons qui peuvent s'appliquer à chacun et chacune dans les différentes négociations qu'ils mènent. On essaiera de garder aussi un peu de temps à la fin pour quelques questions, quelques réactions que vous pourriez mettre sur le chat, que vous utilisez déjà beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et je sais que Julie a un œil très précis sur ce qui se déroule et qu'elle vous met quelques contenus aussi au fil des témoignages. Donc, on va commencer tout de suite avec notre première invitée, Hiba, que j'ai la chance de très, très bien connaître. Et je voulais juste dire un mot parce que vous avez vu dans la presse cette semaine, la France fête les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui fixait à 40% la part de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées. Et c'est une loi qui a démontré son efficacité puisque la France, qui était il y a un peu plus de 10 ans en dessous de 10%, est aujourd'hui à 45%. Donc, on parlait du système et ça compte. Et le gouvernement français plaide aussi pour étendre ses quotas au CODIR et au COMEX. Et donc, ce soir, nous, on a la chance d'avoir parmi nous une femme qui est dans ces COMEX. Donc, Hiba, merci d'avoir accepté de partager ton expérience, puisque tu as mené dans ta carrière différentes négos, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques. Et donc, avant de partager quelques situations, peut-être on avait une curiosité avec l'équipe ADN, puisque tu es dirigeante à la RATP. C'est un univers que tout le monde connaît ou croit connaître, en tout cas quand on habite en région parisienne, et sur lequel on a des idées un peu préconçues, peut-être sur la négociation. Donc, qu'est-ce qu'on négocie quand on a un poste comme le tien, à la COMEX de la RATP? Avec qui on négocie? Est-ce que c'est les syndicats? Est-ce que c'est les usagers? Alors, tout d'abord, juste merci de cette invitation. Et juste, je tiens à préciser que j'appartiens à un des rares COMEX en France où on est à parité parfaite. On est à 50% de femmes et sur des postes très, très variés, dont le mien. Donc, pour répondre à ta question, Aurélie, l'écosystème dans lequel j'évolue est assez riche, assez complexe. Bien sûr, il y a ce que tu as pu citer, les syndicats, les associations, bien entendu les équipes. Mais comme tout poste dans un COMEX, il y a un vrai rôle pour embarquer le conseil d'administration, embarquer les autres membres du COMEX, ses collègues. Donc ça, c'est, on va dire, tout ce qui est classique. Mais en plus de ça, étant une entreprise publique, je gère pas mal de dossiers avec les différents ministères, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministère de l'Économie et des Finances, etc. Et notre activité dépend, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup des politiques et notamment beaucoup des régions. Les régions, elles ont sous leur houlette les transports et les lycées essentiellement. Et du coup, on travaille énormément avec la région Île-de-France, avec les administrations qui l'entourent et qui gèrent les transports, avec la ville de Paris, etc. Donc, ça fait des parties prenantes très, très larges avec lesquelles négocier quasi au quotidien et dans un but toujours que je me fixe, c'est de mettre toujours dans tous nos projets avec eux le client voyageur, utilisateur des transports au centre. Merci. Alors, effectivement, très diversifié. D'ailleurs, parenthèse, j'ai vu que demain, la PDG de la RATP faisait une conférence sur la gouvernance au féminin avec les ministres. Donc, voilà, effectivement, une société engagée. Alors, tu as cité de nombreux acteurs avec lesquels tu négocies, mais ce soir, on va parler plutôt négociation de carrière, puisque tu as accepté, et c'est vraiment le cœur de notre sujet aussi quand on parle d'empowerment, tu as accepté de partager avec nous quelques situations dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as évolué, où tu as eu à négocier pour toi, pour ta carrière, pour ta progression. Donc peut-être par ordre chronologique, ça serait bien que tu nous racontes la première fois que tu as été nommée sur un poste de directrice régionale. Qu'est-ce que tu as pu et qu'est-ce que tu as voulu négocier? Oui, je voulais partager avec vous cette première anecdote, pas tellement pour sa finalité, vous allez voir, ce n'était pas grand-chose, mais pour ce qu'elle a pu m'apprendre. Je venais d'arriver dans une entreprise un an plus tôt et je ne m'attendais pas du tout à ce que la personne qui m'a recrutée évolue en interne. Et je m'attendais encore moins à ce qu'on me propose aussi vite de la remplacer, sachant qu'il y avait un énorme, on va dire, gap et d'âge et d'expérience, etc. Donc, en tout cas, je ne me projetais pas sur ce poste. Et on vient me voir un soir, on me dit, Hiba, tu seras la personne parfaite sur ce poste. Donc, prise un peu de cours, certainement très flattée, avec très peu d'expérience en négociation. Je montre que je suis ravie, que j'accepte, que ça sera un gros challenge, mais que je m'investirai. Voilà, tout ce qu'il y a de
on va dire, classique. Et je me rends compte ensuite en rentrant chez moi que j'avais pas du tout parlé des conditions de tout ça. J'avais accepté un poste sans avoir négocié ni le salaire, ni les choses à côté. Le salaire, quelques jours plus tard, on arrive tant bien que mal à se mettre d'accord par la suite avec la personne qui m'a recrutée. Mais assez vite, on bloque sur un sujet qui était que j'avais beaucoup de déplacements à faire pour mon travail et que la personne que je remplace avait une voiture de fonction et que moi, on me disait que j'en aurais pas, que je sais pas, j'irais autrement, à m'acheter mon propre véhicule ou je ne sais quoi. Donc, je l'ai assez mal vécu, j'ai un peu insisté. On m'a répondu, donc mon N+1, on va dire pour simplifier, m'a répondu que c'était pas lui qui bloquait, pas du tout, c'était son chef à lui, donc c'était mon N+2, et que je pouvais comprendre, etc. Toujours vu le contexte, vu les marges, vu l'année, enfin, il y a toujours des explications. Et du coup, j'étais assez embêtée parce que je ne me voyais pas du tout prendre rendez-vous avec mon N+2, le patron d'une très grosse BU, etc., pour lui parler de véhicules de fonction. Je trouvais que c'était complètement déplacé et que je ne me sentirais pas à l'aise. Donc, après beaucoup d'hésitation, de réflexion, je me suis dit que le mieux, c'était de profiter d'une situation quelconque qui allait se présenter pour glisser le fait que je n'avais pas de véhicule de fonction. Et les choses se sont présentées quelques semaines plus tard, où on était en réunion, moi, mon N+1 et mon N+2. Je me souviens, c'était un vendredi soir, en très grande banlieue parisienne où était le siège social de l'entreprise. Et là, un peu tard dans l'après-midi, je ne sais pas, sur le coup de 18h, 18h30, je me lève alors que la réunion continuer. Et je dis à tout le monde, désolé, il faut que je rentre. On me regarde en me disant pour les enfants, la famille, je dis pas du tout. C'est que j'ai une navette à prendre, puis un bus, puis le RER, tout ça, voilà, et qu'il n'y en aura plus à partir d'une certaine heure. Donc, il faut absolument que je vous quitte pour des raisons très logistiques et très liées au transport. Déjà le transport, d'ailleurs. Et c'est là que mon N+2 me regarde en me disant mais comment, Iba, vous n'avez pas de véhicule de fonction, je ne comprends pas, c'est inadmissible, etc. Il appelle son assistante, elle arrive, elle me ramène des clés parce qu'il y avait des voitures non utilisées sur le parking du siège. Donc je suis repartie en voiture. Et pour la petite anecdote, je me suis dit, mon N+1, comment il va réagir à tout ça, parce qu'il était complètement... ça mettait en cause, en tout cas, ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a félicité en sortant. Il m'a dit bien joué, voilà, tu as réussi à avoir ce que tu voulais, bien joué. J'ai bien compris que quand on n'était pas suffisamment pushy, peut-être on ne prenait pas forcément au sérieux dans le monde de l'entreprise. Oui, effectivement, la négociation des véhicules de fonction mériterait peut-être un ouvrage, le prochain ouvrage de Julie, après la négociation avec les enfants. Alors, toujours dans cette même entreprise, tu t'es vu proposer un peu plus tard une opportunité de carrière qui était vraiment ce dont tu rêvais et que tu ne pouvais pas refuser, et pourtant tu l'as refusé. Et tu as choisi de prendre autre chose, mais tu as négocié une contrepartie. Tu peux nous parler de cette deuxième situation ? Ouais, dit comme ça, ça a l'air très mystérieux alors que c'était très simple. Alors, donc, je m'apprêtais à faire une mobilité à l'international. J'avais trouvé un poste qui était super intéressant dans une ville que j'aime beaucoup. Peut-être où ça sera plus difficile de voyager désormais s'il n'y a plus d'Eurostar qui est Londres. Et donc, je m'apprêtais à aller m'installer là-bas. Quand on m'appelle en me proposant un poste qui reste à Paris, mais qui était super, qui était un poste réellement avec quelqu'un de génial, avec une femme très inspirante et qui avait un vrai projet de transfo très importante du business. Donc, elle me vend son projet, elle me vend un poste très complet et sur le papier, en tout cas, le poste en France était beaucoup plus intéressant pour la suite. Mais j'étais quand même embêtée parce que dans mon esprit, j'avais vraiment envie d'une aération, j'avais envie de voir, de reparler anglais plus, d'aller ailleurs, de revoir un peu des personnes à profil plus international. Et du coup,
je savais quoi répondre. Donc, j'ai fait ce que je fais d'habitude quand j'ai des décisions professionnelles à prendre. Donc, j'ai contacté quelques personnes, quelques amis proches, souvent des RH ou autres, pour échanger sur ces deux postes, les plus, les moins, etc., et comment je pouvais faire. Et l'idée a germé que je pouvais peut-être un peu concilier les deux, c'est-à-dire prendre le poste qui m'intéressait énormément sur le périmètre France, mais demander une contrepartie qui était d'aller faire une formation, une espèce d'exécutive MBA à l'étranger. Donc, j'ai poussé l'idée sans trop y croire quand j'ai regardé un peu les coûts de ces formations, etc. Et finalement, ça a été donc la personne qui voulait que je rejoigne son équipe a accepté. Elle m'a dit OK, deal. Et c'est comme ça que j'ai pu quelques mois plus tard aller faire une formation à Harvard qui vraiment m'a apporté énormément, à la fois humainement, à la fois sur le cercle de personnes que j'ai pu rencontrer et puis qui m'a aussi ouvert des pistes à mon retour de cette formation. Et Iba, ça a été la personne avec qui tu négociais, elle t'a dit deal tout de suite ou ça a mis quelque temps à se dire le deal? Elle m'a dit deal tout de suite. Elle m'a dit deal tout de suite, donc je ne vais pas vous raconter mes techniques de négociation. Non, je lui avais déjà fait part. On avait quand même fait 2 calls pour lui expliquer que j'étais très, très, très intéressée, mais qu'il y avait un truc qui voilà, j'arrivais pas à passer le cap et à renoncer. Et du coup, je l'ai rappelé en lui disant, je pense que j'ai trouvé une solution qui va nous arranger toutes les deux. Est-ce que on peut se mettre d'accord sur ce schéma? Et tout de suite, elle m'a dit oui. Et non seulement elle m'a dit oui, mais elle m'a dit faut taper assez haut, tape dans des vrais instituts, voilà, qui t'intéressent, va pas regarder des trucs moins cotés, il n'y aura pas de souci. C'est comme la voiture de fonction, hein. Faut taper assez haut dans tous les cas. Non, mais c'est intéressant parce que c'était aussi des négociations avec des femmes qui avaient aussi des postes. Déjà, tu as des postes élevés, mais déjà, voilà. Que ce soit à cette époque ou aujourd'hui, c'était des négociations avec des patronnes. Alors, ça, tout ça pas la première fois. Non, sur cet exemple, oui, c'était avec une patronne. Mais pas la voiture. Hein? Pas la voiture. Pas la voiture, non. Pas la voiture, c'était avec un homme qui aimait beaucoup les voitures. J'ai appris ça beaucoup plus tard et qui attribuait énormément d'importance aux équipements de la voiture. Voilà. Alors, effectivement, tout ça, c'est vraiment des super progressions. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, dans ta progression, où tu as eu l'impression justement de ne pas avoir ce que tu souhaitais et, voilà, parce qu'on a tous des expériences plus ou moins fructueuses et on apprend aussi des échecs. Voilà, est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'as pas obtenu ce que tu voulais ou tu aurais fait les choses différemment? Ça m'est arrivé beaucoup, mais l'exemple le plus marquant, c'est que j'occupais un poste, un périmètre régional, une direction régionale, et j'avais un collègue qui occupait le même poste sur une autre région. Et je ne sais pas comment on a été amené à échanger sur nos salaires respectifs, etc. C'était le moment des augmentations annuelles ou je ne sais quoi. Et j'apprends qu'il gagne facile entre 30 et 40% de plus que moi. Et que rien ne réellement le justifiait, c'est-à-dire il n'y a pas un parcours très, 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 très différent, il n'y a pas une grande différence d'âge, il n'y a pas des responsabilités différentes, etc. Du coup, je ne suis pas allée confronter mon manager ni les RH frontalement en disant pourquoi on ne gagne pas la même chose, mais j'ai quand même fait comprendre que je pensais que pour ce niveau de responsabilité, etc., on pouvait peut-être nous mettre d'accord sur un rattrapage de salaire sur X années parce que je savais que j'étais probablement sous-payée ou autre par rapport à ce niveau de responsabilité. Et je n'ai pas trop été entendue. C'était une grande source de frustration pour moi, c'est-à-dire j'avais essayé par tous les moyens un peu que j'avais à mon niveau et je n'ai pas obtenu gain de cause. Après, c'était dans la même période où j'ai obtenu cette formation dont je vous ai parlé et du coup, j'ai tourné la page et je suis passée à autre chose. Ok, merci. Et donc aujourd'hui, tu es au comité exécutif, donc dans les dirigeants de l'entreprise.
Alors, qu'est-ce qu'on négocie quand on est déjà un peu en haut de la pyramide et est-ce qu'on peut négocier des choses dans une entreprise publique? Alors, je pense que quand on est en haut de la pyramide, tout dépend où on est. Effectivement, il y a des entreprises où on peut énormément négocier quand on est en haut de la pyramide, des actions de performance, des salaires, des bonus, etc. Dans le cas d'une entreprise publique, c'est quand même beaucoup plus réduit. Tout est très normé. Il y a même la loi qui fixe les rémunérations du PDG, etc. Donc, les marges de manœuvre sont très, très faibles. Du coup, l'année dernière, pour partager avec vous, c'est qu'on peut toujours être créatif et négocier des choses. Et c'est pas pour négocier, c'est parce qu'on a des projets. Il faut être sincère dans le projet qu'on propose. J'ai pu, en tout cas, me mettre d'accord avec encore une femme, avec ma patronne actuelle, sur le fait que je pouvais modulo une certaine formation, avoir l'ambition de rejoindre un board d'entreprise. Et que pour cela, l'entreprise me financerait une formation justement d'administrateur, d'administratrice, pardon, et puis que elle-même, ma patronne, m'accompagnerait dans ses cercles, dans son introduction, afin que je puisse accéder à un premier poste d'administratrice d'entreprise, qui est un projet que je trouve très complémentaire avec mes fonctions exécutives actuelles et qui me motive. Et donc, j'ai commencé cette formation à Sciences Po pas plus tard que cette semaine et j'en suis ravie pour le moment. Bon, bravo. Et puis voilà qui reboucle avec, avec le sujet dont je parlais tout à l'heure, qui était la loi. Alors, je ne fais pas que me former. Hein. C'est juste que voilà, j'ai dû citer ces 2 exemples de formation, mais je travaille aussi de temps en temps. Mais la prochaine fois, donc, on t'invite, c'est quand tu seras administratrice, Iba. J'espère. Bon, peut-être on va passer la parole à Sylvia, parce qu'il y a de nombreuses situations qui ont été évoquées, de nombreuses anecdotes, exemples. Sylvia, à toi peut-être pour nous donner quelques clés. Oui, avec plaisir. Merci Iba pour ce partage. Alors effectivement, ça m'a fait penser à pas mal de règles en négociation ou de clés en tout cas. Sa première expérience est très intéressante parce qu'on lui propose plutôt que prévu un poste et évidemment, elle a de l'enthousiasme, elle dit oui. Et après, elle se dit mince, au fait, j'ai rien négocié. Alors bien entendu, qu'en négociation, il vaut mieux d'abord donner ses contreparties avant de dire oui. Mais ne gâchez pas votre enthousiasme non plus. Ça sert à rien de dire bon, écoutez, j'en sais rien, je vais voir, ça dépend combien c'est payé. Parce que si je vous propose un poste, j'attends quand même de vous, vous me disiez, écoute, franchement, merci, c'est un super job, je m'y attendais pas tout de suite. Et je suis sûre qu'on va vite trouver de quoi s'entendre sur le package salarial parce que je suis vraiment impatiente de commencer. Donc là, je vous ai donné la contrepartie que j'attendais avant d'accepter définitivement, mais j'ai partagé un enthousiasme. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter, c'est-à-dire penser que pour bien négocier, il faut être désagréable, il faut parfois abîmer l'ego de l'autre. Pas du tout. Vous pouvez être enthousiaste, mais en disant que vous avez justement foi à trouver ensemble un accord qui vous satisfasse et qui soit juste pour les deux. Donc ça, c'est le premier point qui m'a fait penser à cette expérience. Le deuxième point de la première expérience d'Iba sur sa voiture de fonction, c'est effectivement d'identifier qui est le décideur dans une négociation. Et il faut l'identifier assez rapidement et essayer d'aller le choper, justement. La difficulté de ça, et c'est ce que tu as fait, Iba, de manière intuitive, hein, c'est qu'il faut le faire avec tact. Parce que si vous avez un interlocuteur et que vous identifiez que ce ne sera pas lui le décisionnaire, il ne faut pas lui dire, bon, écoute, on va gagner du temps, tu me passes directement ton chef et comme ça, je négocie avec lui parce que vous allez abîmer probablement la relation et l'ego. Il ne faut pas oublier que ce sera votre chef direct. Et peut-être qu'il ne vendra pas votre dossier ou qu'il dira à son N+1, surtout ne la rencontre pas, elle est très désagréable. Donc, il va falloir le faire avec tact. Et ce que je recommande parfois, c'est de se faire aider de son manager en disant, écoute, j'ai bien compris que ce n'est pas toi qui es le décisionnaire sur la voiture. Tu as compris que moi, ça me tenait à cœur. Comment tu peux m'aider? Est-ce que tu penses que c'est utile? Qu'est-ce que tu me conseillerais? C'est utile que je rencontre directement ton chef? Est-ce que tu veux m'accompagner? Est-ce que tu te sens d'être mon ambassadeur? Est-ce que tu veux des arguments pour ça? Voilà. Et donc, j'essaye de soigner vraiment la relation pour ne pas l'abîmer, mais en tout cas, d'essayer de basculer le plus vite possible sur le décideur. Parce que statistiquement, si vous avez accès aux décideurs, vous obtiendrez plus que si vous avez accès aux négociateurs, bien entendu. C'est pour ça que nous, on a intérêt à protéger nos décideurs.
Dans la deuxième expérience que tu nous as partagée, Iba, j'ai noté surtout notre capacité pour bien négocier à sortir du cadre. Et notamment, ça, c'est important dans les négociations salariales. Il y a le fixe, mais il n'y a pas que le fixe aussi. Et donc, il faut être parfois un petit peu créatif sur se dire, j'ai un poste qui est français, je voulais de l'international. OK, je vais le compléter avec une formation à Harvard. Je suis au bout du taquet de l'accompagnement du package salarial, mais je vais demander du mentoring. C'est ce qu'a fait Iba. Et donc, il faut de temps en temps dans la négociation ne pas être arc-bouté sur les premiers éléments qui seraient le fixe, le variable, mais penser à tout le reste. Des primes de fin d'année, des primes sur objectif, une voiture de fonction, du mentoring, des formations, du temps adapté. On en reparlera avec Charlotte, mais peut-être un aménagement de mon temps de travail pour une passion, pour une deuxième société que je viens de créer, pour une fondation que je suis, pour mes enfants, etc. Et donc, ne pas hésiter parfois en négociation, plutôt que d'aller purement en frontal, c'est de comprendre pour l'autre quels sont les vrais freins et peut-être essayer d'être créatif pour quand même obtenir, même si ce n'est pas exactement ce à quoi on pensait au départ. Il y a une question aussi, Sylvia, qui est dans le chat, qui est comment est-ce que tu conseillerais à Iba, ou pas d'ailleurs, mais de négocier ou en tout cas de gérer la différence de salaire qu'elle a perçue à un moment donné. Enfin, voilà, toi, avec ton œil de négociatrice, est-ce qu'elle aurait dû confronter à un moment donné la situation ? Alors, à chaque fois qu'on a ce type de blocage, ma recommandation, c'est de comprendre vraiment en faisant de l'écoute active. C'est-à-dire que quand je veux vraiment écouter quelqu'un, je n'ai pas d'objectif dans ma tête. J'abandonne tout et j'essaye vraiment de comprendre l'autre, d'écouter ses mots, de les noter même parfois pour être sûr de bien les écouter. Et j'essaye de comprendre pourquoi on en est là. Alors, il y a eu un écart qui était peut-être dû à quelqu'un et je ne connais pas ce cas précisément, à quelqu'un qui était peut-être misogyne à un moment donné, mais c'est un héritage qui arrive aujourd'hui. Est-ce que c'est parfois des parcours où quand vous êtes en congé maternité, l'année où vous êtes enceinte, vous n'êtes pas forcément augmenté. L'année où vous revenez de congé mat, vous êtes absenté, donc vous n'êtes pas non plus augmenté, ce qui explique parfois que les femmes ont des retards dans leurs augmentations sur l'année. Donc, c'est d'essayer de comprendre d'où vient l'écart. Est-ce qu'il est justifié ou pas ? Par exemple, la personne a beaucoup plus d'expérience que moi et elle a des bien meilleurs résultats. Je peux tout à fait entendre qu'il soit mieux payé que moi. Sinon, c'est de travailler avec l'autre sur justement qu'est-ce qui bloque. Et vraiment, il ne faut pas rentrer en frontal en négociation avant d'avoir compris qu'est-ce qui bloque. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on ait des préjugés à se dire, ça c'est une boîte sexiste s'il y a cet écart entre les hommes et les femmes. Non, il y a peut-être un héritage qu'on va d'abord comprendre. Et si l'inquiétude qui est, tu prends ce poste, Sylvia, on n'est pas confiant sur le fait que tu délivres à la hauteur de ton collègue masculin qui délivre vraiment, OK, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous empêche de croire ça ? Peut-être ton parcours, peut-être les études que tu as faites. Très bien, dans ces cas-là, moi, j'y crois. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette mon salaire en fonction d'objectifs. Si je les atteins, je passe à 50% de plus de salaire au mois de juin, au mois de décembre. Je le fais peut-être en plusieurs fois. Ce qui bloque, Sylvia, c'est qu'on ne peut pas t'augmenter de 40% d'un coup. OK, tous les 3 mois, vous m'augmentez de 10% jusqu'à ce qu'on arrive à l'écart. Sylvia, on ne peut pas faire le fixe 40% d'un coup. OK, on fait le fixe 20% d'un coup et puis vous me rajoutez par contre une prime de fin d'année que mon collègue ne touchera pas, etc., etc. Là aussi, essayez de bien comprendre quel est le frein en face, parce qu'il n'y a pas de raison d'être payé en dessous, ça, on est bien clair là-dessus. Et 2, à être créatif aussi sur votre façon d'atteindre votre objectif. Super. Merci beaucoup. Merci Sylvia. Aurélie, je prends la main pour introduire notre seconde speaker. Merci beaucoup Iba en tout cas. Moi, je me disais en t'écoutant que finalement, tu as un parcours, d'abord, tu as un parcours extraordinaire et en même temps, je trouve que c'est une suite de négociations très ordinaires, quoi. Donc voilà, et au quotidien. Merci pour ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous et on te souhaite le meilleur pour ta formation d'administratrice et surtout pour ta nomination d'administratrice. Merci. Donc, maintenant, on va passer à Charlotte Gérard-Fabre. Alors, Charlotte, en préparant la conférence avec toi, j'ai beaucoup appris. D'abord, j'ai appris que le hockey sur glace était très différent du hockey sur gazon.
Ensuite, et j'ai surtout appris qu'il y avait extrêmement peu de femmes, moins de 15%, je crois, d'arbitres professionnels, en tout cas au plus haut niveau, moins de 15% de femmes. Et puis, je me disais en t'écoutant, parce que tu m'expliquais que vraiment l'arbitrage, c'était génial pour développer son assertivité. Et alors, du coup, je me disais, il faut dire à toutes les petites filles qu'elles fassent bien sûr tous les sports, mais aussi qu'elles fassent de l'arbitrage et peut-être de l'arbitrage en priorité. Alors, ma question pour toi, c'est comment est-ce qu'on devient arbitre professionnel et comment est-ce qu'on devient nominé, enfin sélectionné pour les JO? Ça a été quoi la suite de négo pour toi? Elle a commencé très tôt. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là. Karine, on a combien de temps pour répondre à cette question? 3-4 heures? Je te couperai. Vas-y. Alors, déjà, je voudrais juste remettre les choses dans l'ordre. Il y a le professionnel et le haut niveau. En fait, on connaît beaucoup d'athlètes et d'arbitres de haut niveau. Les professionnels se comptent sur les doigts d'une main. Pour vous donner un exemple, 2/3 de la sélection olympique française à Rio n'était pas professionnel, vivait sous le seuil de pauvreté et ne vivait pas de sa passion. Donc voilà. En tout cas, comment on devient arbitre de haut niveau? On gravit tous les échelons. Il y a un jour, on se dit déjà, je vais devenir arbitre. Et la première négociation, elle a été là parce que c'était à l'école. Il fallait absolument que je laisse la place à mes petits copains qui voulaient eux aussi faire du foot, du basket, etc. Et je ne voulais pas quitter le terrain, je voulais continuer de jouer. Donc j'ai trouvé que la meilleure négociation, c'était de prendre le sifflet, être au milieu et ne jamais quitter le terrain. Donc ça a commencé comme ça et je l'ai expérimenté dans plein de sports. Mon sport principal étant le hockey sur glace, tout naturellement, une fois que j'avais franchi les étapes de joueuses en équipe de France, je me suis dit tiens, l'arbitrage ça... Et là aussi, j'ai dit oui quand quelqu'un m'a dit est-ce que tu veux devenir arbitre? Moi j'ai dit oui sans négociation. De toute façon il n'y avait pas de négociation salariale à avoir, donc ça tombait bien. Et c'est quand je me suis retrouvée sur la glace avec 44 bons hommes qui étaient prêts à en découdre que je me suis dit oups, j'aurais peut-être dû réfléchir et dire peut-être. Bon, c'est il n'y a pas de plafond de verre. Et puis après, on gravit les échelons, un à un, arbitre régional, arbitre national, arbitre international, arbitre olympique. Et finalement, c'est quelque chose, c'est des négociations qui se passent tout doucement. La première négociation, c'est avec soi-même. C'est qu'est-ce que je suis prête à mettre de côté pour poursuivre ce rêve olympique. Et c'est vraiment ça le plus dur. C'est une carrière professionnelle peut-être en dents de scie, parce qu'on peut pas, il faut faire des choix. Une carrière académique parce que j'étais jeune aussi. Est-ce que je fais des études? Est-ce que je fais du sport à haut niveau? Est-ce que je vais travailler? Économiquement, comment ça se gère? Donc ça a été les premières négociations. Elles ont été faites avec moi-même. Donc autant vous dire que en face de moi, je sais très bien qui j'ai et c'est pas toujours simple. Je pense que c'est peut-être la plus dure des négociations avec soi-même. Alors, est-ce que tu peux justement nous donner un exemple? Parce qu'en t'entendant, on se dit, et c'est génial d'ailleurs, que finalement, tu n'as pas fait de choix, tu as tout fait. Tu fais toutes tes multiples vies. Mais est-ce qu'il y a eu à un moment donné des points où il a quand même fallu négocier d'individu à individu quelque chose? Alors non, j'ai pas tout fait parce que j'ai pas fait la carrière académique, justement. Ce qu'on me reproche maintenant en entreprise, on me dit, mais quoi, vous n'avez pas un bac+5? Alors non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu, mais bon. La négociation, c'est que j'ai décidé de toujours faire mes choix professionnels en fonction de mes choix sportifs. Et j'étais intransigeante là-dessus. C'est-à-dire que je négociais tout ce qu'on voulait, mais pas de tronquer ma carrière qui s'ouvrait internationale, alors étape par étape, hein. Mais ce qui fait que j'ai fait souvent des boulots différents, des boulots alimentaires, d'autres un peu moins. Je ne pouvais pas mettre toute la volonté que je voulais dans un travail de haut vol. J'ai passé 6 ans au ministère de l'Éducation nationale, un gros paquebot, où j'étais la première sportive de haut niveau inscrite sur les listes ministérielles qui voyait et qui n'était pas prof de sport. Donc là, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc là, un bâton de maréchal, un règlement, parce que je suis arbitre, hein, donc des décrets de loi, la loi du sport, etc. Et d'aller négocier un poste qui pouvait me permettre de me dégager du temps et dégager peut-être... alors, les avantages à l'éducation nationale, il n'y en a pas 36. Hein. Les grilles salariales, elles sont hyper claires. Vous travaillez 38 heures par semaine, vous avez tant de vacances. Et en fait, j'ai réussi à force de négociation, de dire, OK, moi, je veux bien être là toutes les vacances, les week-ends, à 20h, etc. Mais les jours de match, je ne suis pas là. Et tout ça, je le rattraperai.
Et donc, l'axe de négociation, c'était celui-là. C'était faire un poste un peu en dentelle autour de moi et qu'on me laisse faire dans ce grand paquebot. Alors, ça a pris un peu de temps, hein, C'est quoi un peu de temps? Ça dure quoi? C'est quoi? Oui, non, mais… Alors, il y a une première négociation où, quand on reçoit son premier arrêté d'affectation, on est à 170 km d'une patinoire. Et on se dit, ça va être difficile de préparer des championnats du monde. Donc là, c'est une négociation qui est externe, c'est par les réseaux, pour que malheureusement, ça redescende par au-dessus, par le ministère des Sports et par les conseillers sports de l'Élysée, pour que la petite dame, là, on la mette où il faut, à côté d'une patinoire. Et puis après, il y a une négociation claire avec son N+1, parce que le secrétaire général de l'académie dans laquelle j'étais, et ben, lui, il doit faire pareil pour tout le monde, sauf pour la dame. Et ça, c'est super dur à gérer pour lui. Donc, il faut, là aussi, pouvoir trouver l'axe de négociation. Et moi, ça a été… je suis d'accord pour pointer, parce que je devais pointer, mais vous m'ouvrez des plages plus grandes et je prendrai toutes les permanences de avril à septembre, là où il y a moins de compétition. Et donc, le sport, enfin, en tout cas, ta carrière sportive, c'était non négociable, quelque part. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a… Et dans ton métier d'arbitre, est-ce qu'il y a des moments, justement, où tu as dû négocier? Est-ce que tu as eu tout de suite la légitimité? Est-ce que, je veux dire, dans l'exercice, la pratique de l'arbitrage? Alors non, on négocie tout le temps, hein. Quand on prend un sifflet, et c'est ce que tu disais Karine tout à l'heure, prendre un sifflet, c'est d'abord apprendre à dire non, interrompre le jeu et dire moi je vais vous dire ce que le règlement nous préconise. Sachant que dans tous les règlements sportifs de tous les sports, la première phrase c'est ce règlement est applicable à la lettre, mais il reste à la discrétion de l'arbitre. Ce qui veut dire que la première négociation sur le terrain, c'est limite avec la règle, mais ça c'est facile, la règle elle est binaire, hein. Soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu. Mais il y a aussi le game management. Et ça c'est comme en entreprise. Quand j'accompagne des dirigeants, je leur explique ça. C'est la même négociation. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux ne pas siffler la faute, ne pas prendre de décision, c'est la meilleure décision. Parce qu'on laisse libre cours au jeu, libre cours à l'équipe de pouvoir s'exprimer comme elle le veut, sans trop la ranger dans une boîte. Le but de l'arbitre, c'est d'aller d'un point A à un point B dans le temps réglementaire en assurant la sécurité des joueurs et des joueuses. Et dans le fair play. Mais c'est rapide en même temps. Ah bah la décision, elle est en une fraction de seconde, dans un univers hyper borné par ce règlement et sous pression, parce que quand vous êtes sur une patinoire olympique, il y a plusieurs millions de téléspectateurs, et il y a plusieurs milliers de personnes autour de vous, et puis la décision, elle est vraiment du tac au tac. Donc, il faut avoir extrêmement confiance en soi et connaître par cœur son règlement. Génial. Bravo. Bravo, vraiment. Est-ce qu'il y a une négociation que tu aurais fait différemment aujourd'hui, dont tu te rappelles et qui a été, en tout cas, je ne sais pas si ça a été un échec, mais en tout cas, qui n'a pas été une super réussite et que tu ferais différemment? Je ne sais pas, il y en a toujours. Et puis, je pense que je me planterai encore. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je ne les ai jamais trop vues comme des expériences négatives, ces négociations ratées. Mais peut-être que j'aurais pu être… moins assertive de temps en temps pour obtenir c'est l'habitude du sifflet, ça, Charlotte. Oui, c'est ça. On a toujours les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, hein. On ne peut pas faire autrement. Mais ouais, de peut-être de temps en temps être en capacité de lâcher du lest en disant bah là effectivement il y a la règle, mais je vais écouter aussi parce que c'est pas à moi d'interrompre. Et ça, je pense que c'est ce que je retiens de toutes ces années d'arbitrage. C'est que des fois, il faut que j'écoute le jeu, il faut que j'écoute le client, il faut que j'écoute le dirigeant que j'accompagne. Parce qu'effectivement, on a un référentiel, mais de temps en temps, il est bien d'écouter aussi l'humain qu'il y a derrière. Il y a une question sur le risque. Est-ce que tu considères que justement ton métier, c'est beaucoup de la prise de risque? Quand tu influences un résultat, je parle plus de l'arbitrage là pour le coup. Ouais, et ben c'est exactement pareil qu'en entreprise, quand on a un go no go sur un énorme dossier, si on prend pas la bonne décision, on plante tout. Et ben c'est pareil dans le monde du sport et dans le monde de l'arbitrage. Vous prenez pas la bonne décision, on appelle ça se mettre un match autour du cou. Parce que on voit, et l'arbitre c'est la personne de l'ombre sans qui rien n'est possible. C'est comme vos fonctions support dans le milieu de l'entreprise.
Sans l'arbitre, il n'y a pas de match. Et en même temps, on ne le voit jamais, il n'est jamais félicité pour ses bonnes décisions. Comme votre manager, vous pensez à le féliciter quand il prend la meilleure décision? Non, rarement. Et donc, la faute, quand elle y est, si un joueur ou une joueuse fait une faute obvious sur quelqu'un, eh ben, c'est pas moi en sifflant qui fait tourner le match. C'est le joueur en faisant cette faute et en la provoquant qui fait tourner le match. Ok, super. Merci. Merci Charlotte. Je vais laisser tout de suite la main à Sylvia pour rebondir à chaud sur ces situations. Merci Charlotte. J'ai adoré découvrir ton parcours de sportif de haut niveau qui est loin du mien évidemment. Donc, c'est un super univers, mais c'est de la négo aussi. C'est ça que nous apprend aussi ce webinaire, c'est que finalement, avec tous les profils qu'on peut avoir de femmes, la négociation est toujours au quotidien. Alors, ce qui m'a marqué dans le partage d'expérience que tu as fait, la première chose, c'est négocier avec soi, tu l'as dit, et c'est vrai. C'est-à-dire que dans toutes les négociations, alors si on parle de soi ou si on parle de notre entreprise ou si on parle de notre vie personnelle, il faut savoir identifier qu'est-ce qui sera jamais négociable. Qu'est-ce qui fait partie de mes valeurs profondes? Qu'est-ce qui fait partie des choses que je n'accepterai pas? Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à les écrire pour s'en rappeler quand après il y aura des pressions, quand il y aura de la tension interne, externe, quand tous vos amis vous diront mais attends, mais vas-y, c'est pas grave. Il faudra revenir à ces valeurs que vous aurez écrites, alors qui peuvent être effectivement pour toi, Charlotte, du temps libre, du temps aménagé pour pouvoir justement aller dans ta passion qui est le sport. Ça peut être je pars à 18h parce que j'ai des enfants à récupérer et ça, ce sera jamais négociable. Voilà, j'assume et je le dis dès le départ. C'est peut-être une association qui fait que les soirées, eh ben, je les dédie à mon association et ce qui fait que non, je ne pourrais pas bosser sur un PowerPoint de 20h à 22h, mais je pourrais faire ça entre midi et 2, je pourrais m'organiser autrement, mais ça, ce ne sera jamais négociable. Donc ça, je pense que c'est très important et je pense qu'il faut y passer un petit peu d'introspection pour vraiment se l'écrire. Et ça vaut aussi pour une négociation commerciale, c'est de se dire qu'est-ce que je ne suis pas prête à négocier, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vraiment pas partie des choses qu'on pourra négocier. L'autre point qui m'a marqué dans ce que tu dis, c'est l'assertivité. Et tu as dit, peut-être qu'il faut que je sois moins assertive. Je ne crois pas, Charlotte, parce que tu es un exemple pour nous d'assertivité. Je pense que, en revanche, ce que nous apprend la négo, c'est qu'il faut rester toujours souple sur la forme. Mais sur le fond, on lâche rien. On est très ferme et notamment sur ce qui n'est jamais négociable. Et pour reprendre cet exemple, parce qu'on en avait parlé avant, Charlotte, on a fait un module spécifique chez ADN qui s'appelle Négocier au féminin, lundi et mardi. D'ailleurs, je salue les filles qui étaient là lundi, mardi et qui se sont aussi connectées au webinaire. Et je leur ai parlé de toi et je leur ai dit que pour gagner en assertivité, il fallait peut-être faire un stage d'arbitre parce que justement, sur les tests qu'on fait faire de profil de négociateurs avant de faire nos modules de formation, il y a des vraies compétences qui sont vraiment du côté des femmes et d'autres du côté des hommes. Et sur l'assertivité, les hommes ont effectivement une petite longueur d'avance. Ils sont à 67% quand nous, on est à 63%. Donc, ce n'est pas très loin, mais quand même. Et donc, voilà, je leur ai dit, faites un stage d'arbitre. Alors, pas de haut niveau tout de suite, évidemment, mais en tout cas d'arbitre pour gagner en assertivité. Donc, vraiment, garde cette force que tu as et compte en vie. Et l'autre point qui m'a paru important, tu as parlé dans tes négociations avec l'administration du réseau. Et ça, c'est clé en négociation, c'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit sur l'exemple d'IBA, il faut identifier qui est le décideur, mais il faut aussi identifier qui va influencer la négociation. Et donc, dans nos préparations de négo, on accorde du temps à ça, à comprendre qui va influencer le négociateur, qui va prendre la décision, qui va influencer le décisionnaire ou la décisionnaire, bien entendu. Et donc, tout ça, ça fait le réseau de la négociation qu'il faut nourrir régulièrement pour pouvoir appuyer aux bons endroits. Est-ce qu'il y a des questions clés, Sylvia? Est-ce qu'il y a des questions clés à se poser en amont, finalement, avant même de démarrer une négo? Alors, il faut les poser avec ça, encore une fois, pour éviter de balancer à son interlocuteur, bon, en vrai, c'est qui décide et passez-le-moi vite fait. Donc, ça va être de dire, pour bien comprendre dans le fonctionnement de votre entreprise, donc aujourd'hui, on négocie un accord ensemble, vous serez la personne qui sera là jusqu'au bout, ce sera vous le décisionnaire, vous êtes le signataire de l'accord. Ah non, donc il y a une autre personne qui intervient.
D'accord, et pour comprendre à quel moment elle va intervenir dans la négociation, est-ce qu'il y a des choses à négocier directement avec elle? Est-ce que ce sera vous, mon seul interlocuteur? On ne blesse pas la personne parce que c'est pas parce qu'il y a un décideur que vous allez avoir accès à la personne, donc il faut garder le contact direct. En tout cas, dans la première phase, et ça, je reboucle avec ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure, c'est l'écoute. Elle me dit des fois, il faut peut-être plus écouter. Je suis d'accord. Autant l'assertivité, tu la gardes, tu la touches pas, autant l'écoute éventuellement. Pourquoi? Parce que au début, il y a une vraie phase qui est ce qu'on appelle une phase exploratoire. C'est bien comprendre qui est le décideur, comment on va décider, est-ce qu'il y a du réseau d'influence, quels sont les éléments à négocier. C'est la première chose à demander parce que la personne parfois vous parle de 3 sujets. Une remise tarifaire, par exemple, si je prends une négociation commerciale, les délais de paiement et les délais de livraison, OK. La première question à poser, c'est et si on se met d'accord sur ces 3 sujets, est-ce que vous signez le contrat? Ah non, Madame Bravard, parce qu'il y a aussi mon chef qui va venir vous parler des remises de fin d'année. OK, donc il y a un 4e point à négocier. Et ça doit être bien clair avant d'attaquer la négo, parce que le risque, c'est que vous partiez en négo sur 3 points et qu'au dernier moment, quand vous pensez enfin signer l'accord, eh ben, il y a le chef qui débarque avec sa remise de fin d'année et ça, vous ne l'aviez pas prévu dans votre mandat. On a pas mal de questions, Sylvia, justement sur la préparation. Là, tu parles beaucoup de l'interaction et des questions. Voilà, mais est-ce que tu as quelques tuyaux pour se préparer avant même peut-être le premier contact, hein? Tout à l'heure, Iba parlait d'une décision et des systèmes de support. Donc, on a eu des questions là-dessus. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de préparation? Écoute, je pense que la négo, ça rejoint le sport de haut niveau sur un truc, Charlotte, c'est la préparation. Oui, c'est ce que j'allais dire. La préparation est... Vas-y. La préparation est primordiale. On ne devient pas arbitre sans connaître un règlement. Et c'est pas parce que vous le connaissez par cœur et que vous patinez comme un as que vous serez meilleur des arbitres. Il y a vraiment une corrélation de plein de facteurs. Et la préparation, je voulais aussi en parler. Il faut vous donner le droit à l'erreur. Dans la vie de sportif de haut niveau, la blessure et la défaite font intégralement partie de la victoire. Et en négociation, on apprend souvent du moins dans mon métier, à faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 vers l'avant. Et ça fait partie de cette préparation. C'est une préparation mentale d'être prêt, être capable de prendre un mur pour en dépasser 2 autres. Peut-être une question pour Iba également. Sur les conseils peut-être que tu aurais eu à donner à notre audience, voilà, sur la négociation, sur la carrière. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie de partager? Ah, c'est Julie qui doit peut-être réactiver. C'est bon, vous m'entendez? Merci Julie. Des conseils sur les carrières, moi je dirais qu'il faut enfin je ne sais pas si c'est particulièrement féminin, je pense que ça s'applique à tous. Faut s'écouter réellement, hein. Enfin, l'exemple de Charlotte est très parlant. Moi je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut, ce qui nous tient à cœur, et c'est ça qu'il faut sauvegarder dans une négociation, quitte à faire l'impasse sur d'autres points. Je pense également, quand on évolue, je parle des entreprises là, quand on évolue en entreprise, c'est très bien de connaître réellement ses codes, sa culture, les marges de manœuvre, ce qu'on peut demander pour que ce qu'on demande soit réaliste. Si c'est complètement déconnecté de ce qui se fait, je pense que la négociation peut paraître un peu loufoque. Et je pense aussi, quand on a le temps, faut répondre de temps en temps à des cabinets de chasse ou autres pour connaître son employabilité, connaître sa valeur sur ce marché, savoir à peu près si on est dans des tranches de rémunération qui sont logiques ou pas, et sinon pourquoi, etc. Et puis, pour moi, il y a une question de timing. Je pense que Sylvia a mis le doigt dessus tout à l'heure dans mon exemple. Je pense qu'il faut vraiment choisir le bon timing pour aller parler de ces sujets. Bien entendu, il y a les moments annuels qui sont dévolus à ça, mais il y a aussi peut-être après un bon deal, un succès, un projet réussi, des résultats performants. Je pense qu'un manager est beaucoup plus à l'écoute pour négocier ou donner quelque chose que dans une période un peu plus tendue comme la période actuelle. C'est important cette histoire de contexte quand même en amont et de connaître aussi le rapport de force. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Sylvia? Tu vois, quel est connaître son positionnement avant la négo?
C'est quoi notre positionnement? Est-ce qu'il est contextuel? Est-ce qu'il est, voilà, Charlotte, elle est légitime parce qu'elle a sa casquette d'arbitre, Iba, elle est légitime parce qu'elle a tel poste. Enfin, comment on a une meilleure idée de sa position avant? Alors, ça fait partie des éléments clés de la préparation de la négo. Pour reboucler avec la question d'Aurélie de tout à l'heure, pour préparer sa négo, il faut savoir ce que vous voulez négocier. Qu'est-ce qui sera jamais négociable? Quelle est la marge de manœuvre que vous donnez pour chacun de ces points-là? Semble optimal, qu'est-ce qui vous semble acceptable et qu'est-ce qui vous semble non négociable, c'est-à-dire en dessous de quoi vous n'accepterez pas. Il faut définir quel est le réseau d'influence que vous allez pouvoir utiliser pour mener cette négociation et pour définir votre stratégie de négociation, c'est-à-dire est-ce que vous allez être plutôt dans une stratégie offensive ou défensive, est-ce que vous allez être en compétition ou plutôt en coopération. Évidemment, c'est le rapport de force. Alors, si je vous prends un exemple de 2 secondes qui va vous parler, c'est l'immobilier. Donc, si vous voulez savoir votre marge de négociation possible pour acheter un appartement, il faut connaître un petit peu le marché de l'immobilier avant, sinon vous risquez soit de faire une mauvaise affaire, soit de vous casser les dents vite fait. Et donc, c'est exactement la même chose et plein de choses peuvent justement nourrir ce rapport de force. Et il faut penser à tout. L'enjeu de la négo, est-ce que pour vous, c'est la négo de votre vie ou est-ce que c'est nice to have? Est-ce que les autres ont vraiment besoin de vous? Tout simplement, l'offre et la demande, comme dans l'immobilier. Donc, ça marche pour vous aussi. Est-ce que vous êtes une candidate parmi 150 ou est-ce que vous êtes the candidate? Ça changera tout. Est-ce que pour vous, c'est l'employeur de votre vie dans une région où il y a peut-être peu d'emplois ou est-ce que c'est un parmi tant d'autres et vous pourrez évidemment changer? Ça peut être des pressions internes. Vous avez peut-être une pression familiale à trouver cet emploi parce que vous êtes le seul salaire de la famille. Évidemment, ça ne vous met pas en position favorable. Ça peut être des pressions externes aussi. Ça peut être les médias. Parfois, tout simplement, votre poste peut être très médiatisé. Du coup, il a déjà fuité dans la presse que vous avez pris le poste, etc. Et donc, mécaniquement, c'est moins facile de négocier. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir, notamment le temps. Est-ce que vous avez le temps de négocier ou pas? Et chez qui est la pression du temps? C'est-à-dire, est-ce que le poste est vacant et en face, on a vraiment besoin de vous? Bon, là, profitez de cette pression du temps qui n'est pas sur vous. Ou à l'inverse, vous avez déjà accepté le poste, vous avez déjà commencé, vous avez déjà dit oui et vous n'avez pas négocié le package. Dans ces cas-là, la pression du temps est plutôt sur vous. Et enfin, je dis enfin, il peut y en avoir plein d'autres, bien sûr, mais en tout cas, votre mandat de négo, est-ce qu'il est large et du coup, vous pouvez facilement négocier ou est-ce que vous avez très peu de marge de manœuvre et du coup, la négociation va être très tendue? En tout cas, c'est sûr que le rapport de force est clé pour savoir comment on se positionne. Ça peut arriver que dans une négociation salariale, vous quittiez le rendez-vous. Ça m'est arrivé en disant, je suis navrée, mais on est vraiment très loin de ce que je pense valoir sur ce poste-là. Donc, si tu ne peux pas plus, tant pis. Je te laisse le poste, je ne le prendrai pas. Je fais ça que si je sais que je suis vraiment en position de force, évidemment. Si je ne le suis pas, il va me dire, ok, tant pis, next. Voilà. Et donc là, je suis mal. Je voulais juste ajouter la possibilité aussi d'être bien conscient, c'est pareil dans le sport que dans le monde de l'entreprise, de partir sans un deal, en fait. D'être en capacité de dire on ne trouvera pas d'arrangement ou on ne trouvera pas de négociation et c'est pas grave. En fait, ça ne remet pas en question qui nous sommes et qui est la partie adverse ou en face, du moins. Et ça, généralement, on aura toujours appris quelque chose en tout cas et on sera toujours challengé, je pense. Ou trouver un deal avec une autre entreprise, c'est-à-dire ne pas avoir peur de temps en temps et quand c'est possible de changer d'entreprise, de secteur, etc. C'est des moments qui permettent de repartir un peu à zéro sans l'historique, des fois lié au salaire, etc. Et de faire un gap et passer une nouvelle étape professionnelle. Je rebondis sur un mot de Charlotte qui nous rejoint entre la négo et le sport de haut niveau. Il y a la prépa et il y a le débriefing. Et je pense que les sportifs ont à nous apprendre du débrief parce que justement, on s'est pris une claque sur une finale. Pourquoi, comment on peut rebondir? Et la négo, c'est ça aussi. L'expérience, ça ne sert à rien si on ne sait pas l'analyser, si on ne sait pas grandir de cette expérience. Et donc, se remettre en question. Et là-dessus, mesdames, on a des scores qui sont légèrement meilleurs que les hommes sur la remise en question et sur justement l'apprentissage de l'expérience. Alors, des fois trop, c'est-à-dire qu'on se remet en question avant même d'avoir commencé, mais ça, on en reparlera. Mais en tout cas, du coup, ça nous permet aussi, c'est la qualité de notre faiblesse parfois, c'est qu'on est meilleur sur la remise en question et sur l'apprentissage de l'expérience.
Julie, est-ce qu'il y a encore quelques questions? On a quelques minutes. Oui, on a des questions sur vos prochaines négos, mesdames, Charlotte et Iba, parce qu'on a beaucoup parlé des négociations que vous avez faites. Et les prochaines, alors, quels sont vos regards? Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez vous mettre en route? Vas-y, bah, tu as commencé. Bon, merci. Moi, je mène là depuis des mois, enfin, on mène tous, hein, quasi toute l'entreprise mène une énorme négo sur un contrat de 4 ans, d'une valeur de 4 milliards d'euros sur 4 ans. Et donc, c'est une négo tentaculaire, à plein de niveaux, plein de parties prenantes, plein de choses à activer. Et donc, je vis en négo permanente et j'avoue que des fois, la durée de la négo peut être assez lassante. Et je sens qu'à la fin, on se permet des fois de lâcher des choses ou de céder un peu plus facilement qu'au début quand ça dure très, très longtemps. Mais malgré tout, ça se passe bien et j'espère que d'ici quelques semaines, on aboutira à une signature de ce grand deal. Du coup, Iba, un égo colossal qui est vraiment multiples acteurs, y compris en interne. Est-ce que vous avez été formés? Est-ce que vous avez été formés ensemble ou est-ce que vous avez appris sur le tas? Comment ça se passe? Les personnes qui sont vraiment en frontline, c'est-à-dire qui font que ça, ont eu oui, un coaching de formation avec un formateur professionnel. Charlotte, c'est quoi la prochaine? La prochaine négociation, je ne sais pas si elle arrivera. Elle est très personnelle et très égocentrée. Je suis désolée d'étaler ça là, mais de peut-être un jour réussir à négocier un salaire, un package et un poste dans une entreprise qui arrêtera de me trouver bizarre en fait. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. On parle, tout le monde me dit, mais moi j'ai un profil super atypique. Ok, bah regardez mon CV. On en reparle après et voilà. Donc à ce moment-là, j'irai voir Sylvia pour prendre des cours. Ah, j'adore, merci beaucoup, merci. Merci Sylvia, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on ne clôture? Merci encore pour ton expertise. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Si je devais clôturer, je parlerais d'assertivité. Et un deuxième mot qui me semble important en négociation, c'est oser. Oser parfois parce qu'on se met des fois des barrières en disant bon là c'est peut-être beaucoup, là je devrais peut-être pas oser. Et la preuve en est c'est que Iba a essayé, ça a fonctionné. Donc des fois il faut oser et on est étonné des fois que ça fonctionne. Oser et garder son enthousiasme aussi. Moi, je voudrais toutes vous remercier et conclure avec le fait de garder l'enthousiasme, d'être créatif. Ça m'a énormément inspiré. Voilà, je trouve que dans un moment où on est quand même un peu down en ce moment, on va dire, et ça fait du bien de voir qu'il y a toujours en fait une marge de négociation. À partir du moment où, comme tu le disais, Sylvia, si on sait ce qu'on veut négocier d'abord, et puis ensuite, si on se met en chemin et si on l'étale dans le temps. Merci à toutes. Aurélie, je te laisse la main pour le mot. Non, mais la main pour des remerciements très simples. Donc, merci beaucoup à tous les participants et participantes, un peu plus de 400. Et surtout, merci d'avoir contribué avec vos idées, avec vos questions. C'est aussi ça qui est précieux et qui nous fait tous progresser. Merci à toute l'équipe ADN Woman et à ADN qui nous soutient. Et puis, voilà, Charlotte, Iba, c'était super parce que c'était transparent, basé sur des vraies histoires. Et voilà, nous, on croit beaucoup à ces témoignages vraiment du réel, qui, avec leurs forces, leurs faiblesses, vous n'êtes pas des pros et pourtant, on apprend énormément de vous. Donc, voilà, on espère que grâce à ça, chacun se sentira plus fort, voilà, et que les femmes pourront aussi davantage oser, avec assertivité, avec enthousiasme, avec tout ce qui a été dit. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. On a un groupe LinkedIn, ADN Women, ouverte à toutes et à tous, et qui est aussi une façon pour nous de capitaliser sur cette initiative et de la faire évoluer. Voilà. Karine, peut-être un dernier mot sur la suite. Alors, suite des opérations, donc prochain webinaire en mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois important pour les droits des femmes en plus. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn. On a adoré vos messages la première fois. Donc, surtout, continuez. Charlotte, Iba, Sylvia, Julie, Aurélie, all the best. Et à très bientôt. Merci à tous.